nous restons en France, mais allons dans les Pyrénées, et nous changeons complètement de période. Nous retournons en préhistoire, où nous allons suivre un film un peu particulier, réalisé par Stefan Kowalczyk et Florent Rivers. C'est un film qui retrace un peu une sorte de docu-fiction, qui retrace un peu les pérégrinations d'un chasseur magdalénien. C'est une avant-première. Et nous avons la chance d'avoir avec nous cet après-midi Randa, qui est ici et qui est venu avec une partie de son matériel. Je lui cède la parole. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce film aujourd'hui. Un petit mot sur les conditions de tournage et sur la démarche qu'on a eue. L'idée, pour moi qui suis expérimentateur en préhistoire, c'était vraiment me confronter à des situations réelles. C'est-à-dire faire une veste en peau animale et l'essayer une après-midi pour une animation devant les enfants est une chose. La porter pendant 4 jours alors qu'il fait moins 20 degrés, ça n'est une autre. Donc l'idée c'était vraiment essayer de se confronter à des conditions les plus réelles possibles pour justement essayer d'apprendre des choses quant à tout ce matériel. Donc plusieurs séjours ont été nécessaires, on a 3-4 séjours comme ça qui se sont faits en pleine nature. Une des particularités de ces différents séjours, c'est qu'il y a eu énormément de neige. Beaucoup plus que ce qui était prévu en fait. Par exemple, vous voyez, quand je dors sous les arbres, il est déjà tombé 60 cm dans la première journée. Et au réveil, quand je sors de ma petite tute de branches et de neige, il est retombé 40 cm de neige en plus. Donc voilà, tous ces événements ont permis vraiment de confronter le matériel à des situations qui soient les plus réelles possibles. L'équipe qui a tourné, c'était une équipe très réduite, puisqu'il y avait une personne avec une caméra, Stéphane, et un assistant qui prenait les photos, qui tenait la perche de son, et cet assistant est aussi le propriétaire du chien. Avant d'être un film, c'était avant tout une aventure humaine qu'on a voulu filmer comme un documentaire. C'est-à-dire que moi, je faisais ma vie d'homme préhistorique, entre guillemets, et Stéphane, lui, me filmait voilà, comme s'il allait filmer voilà, des gens qui ramassent du soufre au Pérou. L'idée, quand ils ont leur poids sur le dos, c'est pas de les faire redescendre en bas de la pente pour les refilmer parce qu'on a raté le cadrage. L'idée, c'était vraiment, voilà, lui, il est là avec sa caméra, il filme, et moi, j'ai fait ma vie. Puisque sur des journées comme ça, il y a certaines journées de tournage où il a fait à peu près moins 20 degrés, on était à environ 1400 mètres d'altitude. Le poids que je transporte, le poids des vêtements, tout ce qu'il y a à faire fait que voilà, on ne peut pas rejouer les scènes. C'était physiquement pas possible. Donc voilà, je peux vous présenter un petit peu du matériel. Ça c'est une peau de renne. Donc l'avantage du renne, c'est que les poils sont creux. Et donc on va pouvoir avoir notamment des couvertures pour se coucher, qui vont être bien sûr très chaudes. Vous avez aperçu ma gourde pendant le film. Alors bien sûr, ce qui nous manque chez les Magdaléniens, c'est tout ce matériel en matière tendre, en matière souple, très peu conservée. Donc on est obligé pour ça de regarder ce qui se passe un peu chez d'autres peuples, et notamment cette gourde est directement inspirée du matériel qu'on trouve chez les Amérindiens. Donc c'est une gourde en écorce. Alors on ne voit pas ce vêtement-là pendant le film, mais c'est ce que j'ai. C'est mon vêtement qui sert de doublure en fait, puisque la journée ça va avec la veste, mais le soir quand il commence à faire beaucoup plus froid, avec l'humidité, il faut une épaisseur intermédiaire, et donc c'est ce que j'ai dessous qu'on ne voit pas, on n'a pas gardé les images où on voit avec, mais j'ai ça en dessous de la veste. Et voilà la veste, qui elle est directement inspirée du matériel inuit, donc elle est fabriquée en peau de phoque, cousue à la main, avec une doublure en peau de castor. Il n'y a que la capuche qui est doublée, tout n'est pas doublé. Donc l'idée de ce travail, c'était de travailler sur je vais vous sortir un gros mot, c'est paléo-compatible. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce matériel, même si on ne l'a pas trouvé dans des fouilles qui concernent le paléolithique, il fallait qu'il soit paléo-compatible. C'est-à-dire qu'il fallait que des peuples magdaléniens aient pu faire ce type de choses. On a trouvé des aiguilles, on a trouvé beaucoup de représentations de phoques,
on a trouvé dans les Pyrénées des restes d'ossements, de dents de phoque. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un choix de faire avec du feu. Ici on a une petite flûte qui a un os de cygne, qui est une réplique d'une flûte qui a été trouvée en Allemagne dans le Jura-Souabe. On a aussi plusieurs flûtes qui ont été trouvées dans les Pyrénées. Et on a des flûtes qui peuvent être en os de cygne ou en os de vautour, ou en os de gypaète aussi. Quand je suis tout seul dans la forêt, j'ai moins la pression. Donc voilà, si vous avez des questions, il y aurait, voilà, je pourrais beaucoup parler de tout ça pendant des heures et des heures, mais voilà, je ferai. Oui. Quel mot vous parliez, quelle langue vous parliez? Alors, dès qu'on aborde la fiction en préhistoire, vient le problème de la parole. Donc, comment on s'adresse à l'autre? Est-ce qu'on invente un langage? Est-ce qu'on n'invente pas un langage? Il se trouve que la personne qui tourne avec moi, qui a l'image avec moi, c'est mon maître. C'est mon maître tailleur de silex. C'est ce monsieur que j'ai rencontré à l'âge de 18 ans et ça a changé ma vie. Je faisais moi des études en génie mécanique et j'ai rencontré un monsieur, Georges, qui est à l'image, qui faisait des animations de taille de silex et d'allumage du feu. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est ce métier que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Georges, donc on peut comme ça passer une journée sans se parler. Voilà, d'ailleurs on l'a déjà fait, on est déjà parti plus tard en Finlande pendant plusieurs semaines, hein, et on pouvait passer comme ça des heures sans se parler. Donc quand on se parle, soit on a gardé les images, on ne comprenait pas ce qu'on dit. Et il y a des moments, c'est ça en fait, hein. Il y a la cascade, il y a du bruit, on se parle en fait, on s'adresse la parole, mais du coup on a choisi des moments où ce qu'on se disait était un petit peu brut. Pour pas être trop faux et inventer une langue en s'adressant à l'autre, en baragouinant quelque chose. C'est pour ça que ça parle pas beaucoup non plus dans le film. D'autres questions? Oui? Monsieur, comment transporte-t-il le feu? Alors, le feu, en fait, j'utilise une petite pierre qui s'appelle une marcassite, qui est une pierre qui contient du fer, et un petit champignon qui permet de capter l'étincelle. Faire du feu en animation une après-midi devant une classe, c'est une chose. Faire le feu après 3 jours de tempête de neige dans une grotte très humide, ça en est une autre. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Donc, si, voilà, hein, quand on est parti dans cette aventure, déjà il fallait que mon équipe me fasse confiance, parce qu'on s'est vraiment mis dans des situations qui très vite auraient pu basculer dans quelque chose de dangereux, parce qu'on est en montagne, on est très loin des voitures, on est très loin des secours, on est très loin de... Donc il faut, voilà, quand même assurer. Et voilà, c'est... En gros, j'ai calculé, j'ai dû, dans ma vie d'animateur préhistoire, allumer à peu près 20 000 fois du feu avec des pierres. C'est ce que j'ai estimé voilà, par rapport à toutes les animations et tout ce métier que j'ai fait. Donc je pense que là, c'est un peu comme tout un tas de gestes que vous faites vous à la maison, hein, avec quand on les pratique tous les jours, après on les maîtrise, on sait les faire. Et donc c'est comme ça que le feu est transporté. Il est transporté éteint. Mais il y aurait une autre solution très intéressante, c'est, vous voyez, à un moment donné, j'utilise ce champignon que je gratte, là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est poser une braise à l'intérieur du champignon et transporter le champignon avec la braise allumée. Ça, c'est un moyen quand on est vraiment dans des situations encore plus difficiles pour transporter cette petite braise allumée. Oui? Avec ce propulseur, vous auriez eu la puissance d'atteindre ce cerf? Oui. Oui, le propulseur est une arme très efficace. J'ai eu l'occasion de participer notamment à des expérimentations de chasse en Belgique, il y a quelques années de ça, où on travaillait sur les performances du propulseur. Voilà, moi je ne suis pas très musclé, c'est pas par mon physique, par ma force, par ma puissance physique que je brille, mais voilà, sur les expérimentations, d'ici au fond de la salle, un animal de 40 kg, avec un propulseur, vous traversez l'animal. C'est-à-dire que, voilà, hein, on a les tirs, moi j'avais fait un tir dans la cuisse arrière,
la sagaie est ressortie par là, re-rentrée par là, ressortie par là. Donc là, on n'était pas dans les points vitaux, hein, mais un daim avec les pattes arrière soudées avec une lance, ça va pas aller. Donc on a... Et pour le bison? Alors le bison c'est presque plus une allégorie, là, hein, on vous montre ce bison, mais évidemment seul un chasseur, voilà, il ne pourra pas faire grand chose d'un bison. Puis si derrière il y a la meute de loups qui vient lui disputer le bison, de toute façon voilà, il va partir avec voilà, peut-être juste une oreille et la queue. Donc techniquement c'est possible de tuer un bison avec un propulseur, avec des saguiers, les Amérindiens l'ont beaucoup fait, hein, soit avec des propulseurs, soit avec des arcs. Donc c'était tout à fait possible pour eux de tuer un bison, mais probablement que l'approche n'était pas faite individuellement. C'était peut-être quelque chose d'un peu plus organisé. À partir du moment où on basculait dans un mode de vie néolithique, c'est-à-dire un mode de vie de paysan, d'éleveur, de cultivateur. Et on a longtemps pensé que ce loup était là pour protéger les troupeaux et pour accompagner ses premiers paysans. Il se trouve que depuis, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites. Je vais en citer 3. En Belgique, grotte de Goyer, où on a découvert un crâne de chien à plus de 30 000 ans. En étudiant le crâne, on voit bien que ce n'est pas un loup. Ce n'est pas un loup, c'est un chien. L'animal a déjà été... voilà, on est vraiment sur un chien. Une deuxième découverte en Tchéquie, où là, on a trouvé des tombes avec des crânes de chiens. C'est des chiens. Et il y a un rite funéraire même sur les chiens, aux alentours de 23 000 ans, où en fait le crâne a été percé, un petit peu comme si on avait prélevé le cerveau, et un de ces 3 chiens est même enterré avec un os de mammouth dans sa bouche. Et la troisième découverte, c'est là où je pense que l'archéologie est primordiale dans tout ça, c'est la grotte Chauvet. En fait, à la grotte Chauvet, on a trouvé des grosses empreintes qui étaient des empreintes de chiens. Et dès le début de l'étude de la grotte Chauvet, on s'est tapé. Voilà, il y en a plein qui disaient mais ça ressemble plus à du chien. Et puis ils ont pas basculé, ils n'ont pas osé le publier de suite. Sauf qu'entre-temps, il y a eu ces découvertes de crâne. Aujourd'hui, on dit ah oui, mais à Chauvet aussi, on a des empreintes de chien. Mais ouais, mais il faut y aller. Il faut le dire. Quand on a une conviction, quand on a trouvé quelque chose, il faut y aller. Quitte à se tromper, quitte à 5 ans plus tard, dire oh, ben, voilà, je me suis trompé, c'était pas ça. Mais voilà, là ils avaient déjà des pistes que le chien était là, mais ils n'avaient pas osé aller assez loin dans l'interprétation. Et aujourd'hui, voilà, c'est bien des empreintes de chiens qui sont achevées. D'ailleurs, une étude récente montre qu'il est a priori avec un adolescent, en fait, on a une piste commune. Ce film, il parle de la fin de la période glaciaire, d'un moment où, alors que les rennes sont là depuis des dizaines de milliers d'années, ils vont commencer à disparaître. Disparaître parce que les conditions climatiques ne sont plus là. Et clairement, ces hommes et ces femmes, ils savent très bien qu'il fait plus chaud qu'il y a 2 ou 3 générations. Il fait des animaux qui étaient là, ne sont plus là. Des animaux sont partis vers le nord. Donc c'est un peu cette période-là qu'on a essayé de représenter, qui est un peu la fin de ce monde paléolithique, la fin du monde des chasseurs de grand froid, qui doivent se confronter à des nouvelles conditions. Beaucoup plus de forêt, beaucoup plus de pluie. Hein. Il y a tout un moment dans le film où il y a de la pluie. La pluie, c'est pas quelque chose normalement qui est là dans des conditions très froides. Donc, voilà, c'est un peu le... C'est au cœur du truc. Parce que de fait, des vêtements en fourrure, une fois qu'ils sont trempes, voilà, il faut faire sécher. D'ailleurs, on faisait sécher souvent. Mais c'est vrai que les conditions de tournage à moins 20 degrés étaient presque beaucoup plus intéressantes que les conditions de tournage à 0 degrés. Vous êtes à peu près à combien d'années de maintenant? Pardon? Vous êtes à peu près à combien d'années de maintenant? 15 000? Là, on est aux alentours, oui, entre 12 et 15 000. Ce qui correspond aussi aux occupations magdaléniennes qu'on va avoir en Suisse, sur des sites comme Kaiserlor, par exemple, où on va trouver des restes de rennes, des restes de propulseurs. Mais finalement, ce qui s'est joué dans les Pyrénées il y a 12 000 ans, hein, ça s'est aussi joué dans les Alpes il y a 12 000 ans. À un moment donné, toutes ces populations de rennes, les populations de mammouths, tous ces animaux qui avaient toujours été là, vont finir par regagner le nord. Et donc, ça va vraiment faire des gros changements pour les populations. Et c'est à ce moment-là que va disparaître l'art pariétal dans les grottes. Hein. Il y a un vrai choc culturel qui fait que
ça change. On aurait pu tout à fait faire ce film avec un commentaire derrière, en disant, voilà, l'aiguille elle est en os, le fil il est en tendon. Et puis finalement, on a fait ce choix de laisser parler les images. Alors des fois, on aimerait bien en savoir plus, mais voilà, si ça a pu vous questionner, si ça a pu vous interroger à des moments, c'est le but. C'était le but. Tout à fait. D'autres questions? Merci beaucoup.